Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes qui viennent d'arriver sur notre antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 9, c'est parti. C'est la déclaration choc du week-end. François Bayrou a fermé la porte à un retour de la retraite à 62 ans. Et devinez quoi ? C'est la faute du contexte international. Les gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans, ça va être possible ça ou pas dans le contexte dans lequel on est ? Non. Une position intermédiaire, 63 ans, c'est possible ou pas ? Non, ça mais non, c'est pas possible. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. Peut-être qu'on en reviendra là, parce que vous vous souvenez que nous avons dit tous ensemble que si ça échouait, c'est la loi actuelle qui s'appliquerait, dont la Cour des comptes a dit quelles étaient les limites. Ni totem, ni tabou. C'est pourtant ce qu'il nous avait promis. C'était le 14 janvier dernier, à l'occasion de son discours de politique générale devant les députés à l'Assemblée. Il prenait la parole la première fois, un mois après sa nomination en tant que Premier ministre, pour donner le cap de sa politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était déjà un peu le bordel. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Tout porte à croire qu'il a continué à mélanger ses fiches depuis, vu la politique qu'il nous mène. On en a un bel exemple avec les retraites, je vous explique. Il commence par ouvrir la voie à une révision de la réforme des retraites de 2023, très massivement rejetée par l'opinion publique. Mais à une condition, que les partenaires sociaux se mettent tous d'accord en 3 mois. Plusieurs des partenaires sociaux ont indiqué qu'ils avaient identifié des pistes pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée. Ces pistes méritent toutes d'être explorées. Toutes les questions doivent pouvoir être posées. Chacun des partenaires sociaux aura le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de ces discussions et négociations les questions qui le préoccupent. Rien n'est fermé. Une délégation permanente sera donc créée. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois, à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce conclave, c'est ce qu'on dit quand on ferme les portes, si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Le Parlement en sera saisi lors du prochain projet de loi de financement ou avant, et si nécessaire, par une loi. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Son éclair de génie, ça a été de faire croire qu'il voulait bien remettre en jeu la réforme des retraites, tout en définissant des règles impossibles pour y parvenir. À commencer par mettre d'accord les syndicats et le patronat. On rappelle que le président du MEDEF, le syndicat des patrons, fantasme sur le Danemark et son report de l'âge des départs à la retraite à 70 ans pour financer l'effort de guerre. On voit pas bien comment il pourrait revenir sur la réforme des retraites et ses 64 ans. La probabilité d'aboutir à un accord qui soit vraiment décisif est infime. La réforme, si chère à la Macronie et à la droite, est donc a priori sauvée, tout en s'offrant une image de grand démocrate à l'écoute du peuple. Et au passage, Bayrou se paye une assurance vie à la tête du gouvernement, puisque c'est avec cette idée de conclave qu'il a convaincu les socialistes de ne pas voter la censure. Les dés sont pipés dès le départ, mais ça fonctionne. À l'origine, le Parti socialiste réclamait l'abrogation de la réforme des retraites en accord avec le programme du nouveau Front populaire. Puis, au cours de leurs négociations avec le gouvernement Bayrou, ils ont vite compris que ça n'arriverait pas.
Ils ont donc ensuite exigé d'entendre au moins le mot « suspension » dans le discours de politique générale. Mais ça aussi, c'était un peu trop ambitieux. Alors finalement, ils se sont contentés des miettes, le faux conclave de Bayrou. Certains diront qu'il n'y a pas de petite victoire en politique, que des petits politiciens. En tout cas, dans cette affaire de retraite, c'est Bayrou qui remporte la mise. Le Premier ministre n'a pas mis longtemps à remettre le cap à droite sur la question des retraites après ses déclarations devant les députés. Mi-janvier, la seule consigne qu'il donnait aux partenaires sociaux était de ne pas dégrader l'équilibre financier du système. Fin février, à la veille de la première réunion du conclave, la liste des exigences s'était considérablement alourdie. Il demandait notamment à toutes les parties prenantes de rétablir l'équilibre financier du système des retraites à l'horizon 2030, où le déficit prévu se situe plutôt entre 7 et 8 milliards d'euros. Une logique qui contraint encore plus les discussions et rend impossible l'hypothèse d'un retour à l'âge de départ à 62 ans. La gauche et les syndicats dénoncent une mascarade. Si l'on s'en réfère au dernier rapport de la Cour des comptes, même en prenant en compte le décalage à 64 ans, le régime des retraites serait voué être en déficit de 7 milliards en 2030. Avec ces manigances, Bayrou contraint en fait les partenaires sociaux à durcir la réforme de 2023. Le syndicat Force ouvrière a claqué la porte dès le premier jour de conclave. Il accuse le gouvernement de faire porter aux syndicats le chapeau d'un allongement de la durée de cotisation et d'un recul de l'âge de départ à la retraite. On écoute Michel Bogas, son secrétaire confédéral au secteur de l'emploi et des retraites. Concernant cette concertation des retraites, Force ouvrière l'a dit depuis le début, ni le format, ni le périmètre, ni la méthode ne nous conviennent. Et malgré le courrier du Premier ministre hier, nous n'avons pas été entendus. Notre revendication première à Force ouvrière, c'est l'abrogation de la réforme des retraites de 2023 et un retour à 62 ans. Or, l'exécutif, depuis le 20 février, communique en disant qu'on ne peut pas toucher aux 64 ans, ni même au périmètre financier. La lettre du chef du gouvernement est un vrai carcan. Elle va forcément réduire le champ des possibles sur les solutions que nous pourrions trouver. Le risque est alors grand que cela aboutisse au maintien d'un statu quo, avec un âge légal qui restera ancré sur les 64 ans. En définitive, d'une part, nous ne pourrons pas toucher à la borne d'âge, et d'autre part, ce seront encore les salariés auxquels les efforts seront demandés. Les syndicats sont dans leurs petits souliers à la table des négociations, voyant leurs espoirs d'abrogation de la réforme enterrés par le gouvernement. Après seulement 3 réunions sur les 11 prévues d'ici au mois de mai, Bayrou enfonce le clou avec ses déclarations ce week-end sur France Inter, en écartant d'un non cinglant l'éventualité d'un retour à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Il rejoint la position de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui juge le conclave complètement hors sol au regard de la nouvelle donne internationale et de la volonté du gouvernement d'augmenter les dépenses militaires. Denis Gravouille, de la CGT, en charge des négociations sur les retraites, dénonce une trahison de la parole donnée aux organisations syndicales et aux parlementaires qui vise à torpiller le processus de discussion en cours. Avec de telles déclarations du gouvernement, on se demande encore à quoi sert ce conclave pour les syndicats, si ce n'est à se faire manipuler. La CGT se décidera cette semaine, si elle continue ou non. La CFDT, quant à elle, profitera d'un rendez-vous mardi à Matignon pour demander au Premier ministre quelques éclaircissements. Les déclarations de Bayrou ont dévisé jusqu'au sein du gouvernement. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, s'est rangée du côté du chef, estimant que la retraite à 62 ans n'était effectivement pas réaliste. En revanche, le ministre de l'économie, Éric Lombard, s'est retrouvé en mauvaise posture sur BFM. Lui estime que c'est aux partenaires sociaux de décider. La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre. Ma position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider. Et c'est la ligne qui a été fixée, c'est sans totem ni tabou. Pardon, Éric Lombard, mais c'est pas ce que dit François Bayrou-Midi. François Bayrou-Midi, on lui pose la question. Y a-t-il un retour à 62 ans possible ? Il répond non. Eh bien, c'est très cher, c'est très coûteux sur les autres critères. Moi, je pense que les partenaires sociaux doivent continuer sur la feuille de route qui a été fixée officiellement et qui est la seule qui doit les guider. Mais vous avez, Éric Lombard, pardonnez-moi, mais les partenaires sociaux, eux, CGT veut revenir sur les 64 ans, eux, ils veulent même carrément revenir à 60 ans. Vous voyez bien que là, il y a une sorte de hiatus entre ce que demandent les syndicats et la feuille de route telle qu'elle est fixée par le Premier ministre. Je rappelle que les partenaires sociaux, ce sont les syndicats de salariés, les syndicats représentant les entreprises. Ouais. Qu'on les laisse avancer. Tollé à gauche, tous les partis politiques s'accordent à dire que les propos de Bayrou sont inacceptables. Jean-Luc Mélenchon dénonce un foutage de gueule. Et même le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, parle d'une trahison de la parole donnée et écrite. Si on résume, le PS a trahi le NFP en acceptant de discuter avec le gouvernement, qui l'a finalement trahi à son tour.
Notre camarade Caisse de Grève sur X a retracé le fil de cette trahison et on n'a pas résisté à l'envie de vous le diffuser. Ce que nous avons décidé aujourd'hui de faire, c'est de rester utiles aux Françaises et aux Français et d'aller gagner les victoires utiles aux Françaises et aux Français. Nos échanges, notre dialogue, notre négociation a permis de faire bouger les lignes. Vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Très bien. Ils auront la maîtrise de leur ordre du jour et tout sera sur la table. Âge légal, cotisation, pénibilité. La réforme des retraites que vous évoquiez, il y a une négociation qui va avoir lieu. En effet, ce n'est pas ni l'abrogation ni la suspension qu'on demandait. Mais rendez-vous avant l'été. Le contrat social français repose pour partie sur l'accès à la retraite en bonne santé. 64 ans, c'est peut-être jeune pour ceux qui aiment leur métier, sont reconnus dans leur mission et ne souffrent pas de l'usure de la pénibilité. Mais pour tous les autres, chaque trimestre supplémentaire est une souffrance. Et donc, tout doit être sur la table, y compris les financements alternatifs qui permettent de ne pas reculer l'âge légal à 64 ans. Et si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement. À force de se faire balader par Bayrou, les socialistes pourraient bien finir par se lasser et remettre en question leur accord de non-censure. Surtout que leurs camarades ne manquent pas de leur rappeler. François Ruffin, ex-député insoumis, qui siège désormais dans le groupe écologiste, estime par exemple que les déclarations du Premier ministre sont, à l'évidence, un motif de censure du gouvernement. Culot monstre du gouvernement, c'est Elisabeth Borne, celle qui a donné son nom à la réforme des retraites et l'a imposée à grands coups de 49.3, qui sort les rames pour sauver les apparences et plaider en faveur du dialogue démocratique. Je pense que le cadre, il est clair, il est d'assurer l'équilibre du système de retraite. C'est nécessaire aujourd'hui, plus qu'hier encore, compte tenu du contexte que vous avez rappelé. Et je pense que le Premier ministre l'a redit. Ensuite, ils ont toute l'attitude pour réfléchir à des améliorations. Mais on a du mal à comprendre quelle est la ligne du gouvernement. François Bayrou dit non à un retour à 62 ans. Son ministre de l'économie dit, il parle en son nom personnel, François Bayrou. Ce sont les partenaires sociaux qui ont le dernier mot. Comment est-ce qu'on Non, mais François Bayrou a redit qu'ils sont libres de faire les propositions qu'ils souhaitent, à condition d'assurer l'équilibre du système de retraite. Les socialistes voulaient sauver la face, ils se retrouvent le nez dans la poussière. Bayrou a réussi son coup. Et nous, on insiste à un spectacle dont on connaît déjà la fin. Les acquis sociaux sacrifiés finissent comme les promesses trahies, aux oubliettes. Scandale Betaram. Dos au mur, le gouvernement commence enfin à réagir. Elisabeth Borne a donc annoncé un plan contre les violences morales, physiques et sexuelles dans les établissements privés sous contrat. Ce plan doit permettre de mieux accueillir la parole des élèves, de mieux remonter les faits de violence et de renforcer les contrôles dans les établissements. La ministre recevra également Alain Esquer, fondateur du collectif des victimes de Notre-Dame de Betaram, jeudi 20 mars. Dans les faits, les établissements privés sont très peu contrôlés. Dans un rapport publié en 2023, la Cour des comptes estime que le contrôle pédagogique est exercé de manière minimaliste. Le contrôle administratif n'est mobilisé que ponctuellement lorsqu'un problème est signalé. Et le contrôle financier n'est tout simplement pas mis en œuvre. En réponse, la ministre de l'Éducation nationale a promis 60 inspecteurs de plus dans les 2 prochaines années. Elle souhaite donc davantage de contrôle sur l'enseignement privé sous contrat, comme elle l'a expliqué sur le plateau de France Info tout à l'heure. Je fais un constat simple, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait quasiment aucun contrôle dans les établissements privés sous contrat. Donc, évidemment, si on ne regarde pas, si on ne va pas sur place pour apprécier le climat, les risques de violence qui peuvent exister, on n'est pas informé. Et je note que pendant des années, ces établissements n'étaient pas inspectés. Donc il faut naturellement que ça change. Moi, j'ai été bouleversée, je pense qu'on l'a tous été, par les témoignages de ces anciens élèves dont la vie a pu être brisée par les violences qu'ils ont subies quand ils étaient élèves. Donc il faut absolument tout faire, c'est mon objectif, pour que de telles violences ne puissent plus se produire. Le périmètre des contrôles des établissements sera également élargi au climat scolaire et à l'absence de maltraitance des élèves. Dans le détail, Elisabeth Borne explique, je cite, « Les élèves auront un accès à un questionnaire anonyme tous les trimestres quand ils sont en internat et à la moindre alerte, il y aura une cellule d'écoute par des psychologues, des personnels de santé qui pourront recueillir la parole de ces élèves. Et ce sera le cas aussi au retour de voyages scolaires quand il y a des nuitées. Le dit questionnaire doit être envoyé aux organisations syndicales et une expérimentation doit être lancée pendant les prochaines vacances de printemps.
Par ailleurs, la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires va effectuer des contrôles des établissements de Nouvelle-Aquitaine pendant 3 jours. Il aura fallu attendre 3 décennies pour que Notre-Dame de Bétharram, établissement privé du Béarn, visé par de nombreux signalements pour des faits de violence physique et sexuelle depuis 1996, soit enfin inspecté. Mais en réalité, les collectifs de victimes ne sont pas du tout satisfaits par ces mesures. Ils affirment que les conditions de scolarisation ont évolué depuis l'époque des faits dénoncés. Franck Pécaud, secrétaire général du SNEP-UNSA, déclare même que l'État devrait fermer les internats, soulignant que ces derniers ne devraient seulement servir qu'à scolariser les gamins qui vivent loin des autres établissements scolaires. De leur côté, plusieurs organisations enseignantes exigent surtout une reprise en main de l'enseignement privé par l'Éducation nationale. Un premier pas vers un renforcement timide du contrôle de l'enseignement privé. On poursuit avec le reste de l'actualité, commentée et mise en image par Sarah Duyeux. On commence avec la loi sur le narcotrafic. Isolement carcéral, accès aux conversations de messagerie privée, les députés entament ce lundi une semaine de débat sur la proposition de loi sénatoriale visant à lutter contre le narcotrafic. Le texte, déjà adopté par le Sénat, est très critiqué par la gauche et une partie des élus de la Macronie. Parmi les mesures les plus controversées, un régime d'isolement carcéral très strict pour les narcotrafiquants, avec vitres en plexiglas au parloir, privation de promenades collectives et appels téléphoniques limités à 2 heures, 2 fois par semaine. Si on laisse des gens à l'isolement total, sans aucun contact avec personne, on fait des fous. Ces gens vont sortir un jour, n'est-ce pas ? D'autres articles ont été écartés en commission, comme la possibilité pour les services de renseignement d'accéder aux conversations de messagerie privée, ou la création d'un dossier coffre qui contiendrait des informations sur l'enquête inaccessibles aux avocats des narcotrafiquants. Mais ces mesures pourraient réapparaître à l'Assemblée sous forme d'amendements. On finit comme d'habitude avec l'actualité internationale où l'ONU s'inquiète de la situation au Yémen. La crainte d'une escalade militaire au Yémen. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, déclarent avoir mené 2 attaques en 24 heures contre un porte-avions américain en mer Rouge, en représailles à des frappes menées par les États-Unis. Début mars, Washington a classé les Houthis organisation terroriste étrangère. Donald Trump leur reproche d'attaquer les navires liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens à Gaza et de menacer le commerce maritime. Samedi, il leur a promis l'enfer et a lancé une opération militaire visant notamment Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les Houthis. D'après le ministère de la Santé, elle aurait fait 53 morts et 98 blessés, essentiellement des civils. De son côté, Washington dit avoir visé plusieurs dirigeants Houthis. Les forces rebelles ont déclaré être prêtes à répondre à l'escalade par l'escalade. Les États-Unis ont eux aussi annoncé leur intention de poursuivre le conflit. Il n'est pas question que ces personnes contrôlent quels navires peuvent passer et lesquels ne peuvent pas. La question est donc de savoir combien de temps cela va durer. Cela durera jusqu'à ce qu'il n'ait plus la capacité de le faire. L'ONU a demandé aux États-Unis et aux Houthis l'arrêt de toute activité militaire, craignant une aggravation des tensions régionales. Depuis 10 ans, le Yémen est en proie à une guerre civile qui oppose les Houthis au gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite, qui a déjà fait des centaines de milliers de morts. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.